Parlons des Houston Rockets, Erwan, puisque ils sont aujourd'hui deuxième de la conférence Ouest. Leur bilan est de 46 victoires, 26 défaites. Ils sont donc deuxième de la conférence Ouest. Un match d'avance sur les Nuggets, un match d'avance en plus, enfin 2 matchs du coup, sur les Lakers. La course va être incroyable pour l'avantage du terrain. Même pour Houston qui est aujourd'hui deuxième, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Mais c'est une équipe qui est très en forme. Il y a la série de victoires, là, les 9 victoires d'affilée. Certes, ils ont perdu hier face à Denver, sans Nikola Jokic, bien sûr. Commençons un petit peu sur le global. On a fait une émission il y a 2-3 mois quand c'était très très haut. On avait dit tout ce qu'on pensait bien d'eux. Ils ont eu un petit coup de mou et puis depuis, ça carbure fort. C'est vrai qu'on avait laissé cette équipe l'année dernière aux portes du play-in en se disant l'avenir leur appartient. Bon, il n'empêche qu'en fait, ils sont bien plus pressés que ce qu'on imaginait pour eux. Et tu as raison, on a fait une vidéo il y a 3 mois sur cette équipe-là en disant wow, bravo, ils sont en avance, ils ont une dalle en fait, ils veulent pas juste se contenter d'un play-in. Tu sens qu'il y a de l'ambition, il y a une envie de faire des choses, que ce soit avec le coach, Ime Udoka, et donc les joueurs. Et puis il y a eu depuis la dernière émission qu'on a fait sur eux, il y a eu un vrai trou noir, et par contre il y a eu un vrai retour avec 9 ou 10 victoires d'affilée. 9, ouais. Et moi en fait, j'aime bien quand des équipes qui sont en construction comme ça, avec un vécu collectif, c'est jeune encore, je parle de vécu collectif parce qu'on y reviendra après, cette équipe-là, mine de rien, individuellement, il y a quand même pas mal d'expérience, de réussir à ce moment-là de la saison à réinverser une tendance qui était très très négative parce que leur période vilaine, elle est très très vilaine. Et ça, je me dis, ok, ils ont quelque chose en eux. On sait que c'est un système défensif autour des Udoka, mais plus que d'avoir un système défensif, quand ça va plus. C'est qu'il y a, je trouve, chez cette équipe-là, une force de caractère, une dureté qu'on retrouve aussi en plein match, limite parfois thug, et j'aime bien ça, avec Dillon Brooks, avec les Van Vliet, tu vois, avec Steven Adams. J'aimerais bien qu'on en parle aussi, qui reprend des minutes, qui est devenu un vrai bon backup, qui est même associé avec Alperen Sengun, et ça marche bien. Donc, et puis Ime Udoka, qui est quand même peut-être le coach le plus thug de la ligue. Donc cette équipe-là, elle a des ressources plus que basket pour inverser des tendances. Et ça, je trouve que c'est très bon signe. Alors, je ne vais pas en faire un prétendant cette année au titre. Je n'en fais pas un prétendant non plus à une finale de conférence. Mais en tout cas, c'est des outils qui vont leur permettre finalement d'aller dans quelques années certainement très loin. C'est vrai qu'on est encore dans la construction de la fusée. On peut faire tous les adages, les adages à 2 balles. Je pense qu'on va essayer de les faire aujourd'hui. C'est quoi, on va se les faire tout ça. Hein. Objectif lune pour exactement. On va pour tous les Rockets. Je sais pas pourquoi on fait pas assez ces jeux-là, ces jeux à 2 balles. Je vais quand même te donner, Erwan, les équipes qu'ils ont battues lors de leur série là de victoires. 2 fois les Pelicans. Ensuite à domicile, ils ont eu beaucoup de matchs à domicile. Orlando, Phoenix, Dallas, Chicago, Philadelphie, Orlando, Miami, et donc ils ont perdu contre Denver, c'était hier soir. Comme toujours, quand vous voyez des séries de victoires, on s'intéresse à qui sont les opposants. C'était un calendrier favorable. Et comme on dit à chaque fois qu'une équipe enchaîne des victoires, il faut les prendre, parce qu'en NBA, le plus difficile, c'est d'enchaîner et de ne pas se faire surprendre par des équipes qui sont censées être moins fortes. Sur une lecture d'une série de victoires, tu as toujours, oui, le calendrier favorable, défavorable. 9 matchs gagnés d'affilée, on sait que l'NBA quand même c'est compliqué, il faut enchaîner, il y a des back-to-back. Au bout de 9, je veux bien que le calendrier soit favorable, mais la NBA, tu joues pas non plus chaque soir des bonnes équipes. Donc faire une série à partir de 9, pour moi, c'est que tu as validé quelque chose, c'est qu'il y a un état d'esprit qui s'est créé au sein du groupe. Parce que sinon, oui, on peut toujours... Oui, le calendrier. Par contre, la victoire qu'ils vont faire quand ils vont à Orlando, alors qu'Orlando est en train de remonter dans la conférence Est, que Banchero est en train de redevenir le joueur du début de saison incroyable, celle-là, elle est belle pour moi aussi. Donc, et puis, ils ont mis des branlées à des équipes qui sont moins fortes qu'eux. Donc ça aussi, on va pas leur reprocher d'avoir joué contre des équipes moins fortes. Ils sont moins forts, on va leur montrer qu'ils sont moins forts. On va les taper et assez largement. Ouais, c'est une équipe défensive, il n'y a pas de doute. Tu parlais du match contre Orlando, 97-84. 84 points encaissés aujourd'hui dans la NBA actuelle, c'est quand même une vraie prouesse. Face à Dallas, ils encaissent moins de 100 points avec 96. Contre Miami, la dernière victoire de cette série-là, ils sont à 98 poins encaissés. La revanche de Thompson sur Tyler Hero. Exactement. À côté de ça, et tu as raison de souligner à la fois les écarts face aux équipes moins fortes, il y a aussi des très hautes perfs au scoring. 146 points marqués contre les Pelicans, 133 points contre les Mavs, 144 points dans un bet de match en prolongation avec Quentin Grimes qui était incroyable, 144 points marqués dans ce match-là. Donc c'est quand même une équipe qui
a l'air d'avoir une alchimie incroyable, qui a eu des blessures, donc les rotations ont parfois changé. Il y avait des mecs qui étaient pas là, on pense à Van Vliet, on pense à Amen Thompson récemment, Steven Adams a manqué aussi des gros bouts enfin une belle partie de la saison. On pense à Jabari Smith aussi qui était parti. Mais comme leur profondeur est assez, ils ont une vraie profondeur de rotation, ils ont toujours continué à avoir une performance d'équipe assez haute. Ouais, je pense à des mecs comme Terry Eason par exemple qui amènent toujours des bonnes minutes là-dessus. Ils ont cette profondeur qui leur a permis sur des moments compliqués, sur des blessures importantes, de faire dos rond, voire même un petit peu plus. Donc ça aussi, c'est encore une fois à mettre au crédit de cette équipe-là, à mettre un petit peu dans la cabane à trophée de cette équipe en se disant, c'est pas vraiment un trophée, mais en disant, ok, ils ont ça en plus dans leur cartable. Pour moi, cette équipe, elle est encore trop jeune dans sa construction pour imaginer, je te l'ai dit, même une finale de conf. Par contre, je vois plein de choses en me disant, ok, dans 2-3 ans, si tu peaufines, il peut se passer pas mal de choses. Après, il y a des joueurs qui vieillissent. Il y a un poste sur lequel, pour moi, surtout dans la conférence Ouest, il va falloir qu'ils arrivent à terme à être meilleurs, je pense, même si on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Mais voilà, je trouve que la construction de cette équipe-là, le step par rapport à la saison dernière, il est très important. Et pourtant, j'ai pas l'impression, je sais pas si toi, tu as cette impression-là, j'ai pas l'impression que ça soit qu'ils soient... over leur... qu'ils soient au-dessus de leurs espérances. Pour moi, ils sont aussi à leur niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ils sont pas... non, mais je pense d'être deuxième de la conférence Ouest, c'est quand même surperformé par rapport à ce qu'on imaginait en début de saison. Maintenant, la conférence est tellement dense. Par rapport à leur niveau réel. Leur niveau réel, c'est contre les grosses équipes et c'est un peu plus tard qu'on pourra le juger honnêtement. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une équipe qui a été solide tout au long de la saison, même dans les creux. Ils sont pas redescendus à la 11e place. Ils ont continué à performer avec un bilan qui était toujours très largement positif, avec encore une fois une hiérarchie. Moi, sur laquelle je me suis posé beaucoup de questions, parce que l'année dernière, on se souvient, quand Sengun fait une saison presque de All-Star, Jalen Green est un peu en dedans. Ensuite, Sengun se blesse, Jalen Green devient un joueur All-Star. Là, cette année, il y a quand même beaucoup de questions sur comment ils allaient jouer. Et il y a quand même un truc, moi, qui m'étonne, c'est que les deux joueurs ont joué vraiment toute la saison. Autour d'eux, il y a de l'expérience, il y a des mecs qui ont besoin de grailler, donc de Van Vliet qui est excellent contre Miami, on pense à Dylan Brooks qui est toujours important aussi au sein de l'effectif, et finalement l'alchimie, elle a réussi à se créer avec le retour de tout le monde. Et ça, c'était une des interrogations, et c'est maintenant une certitude qu'ils ont en fait. Ouais, avec le retour de tout le monde et avec un vrai vécu collectif. Aujourd'hui, c'est vrai que Jalen Green arrive à être bon, à être très bon autour d'Alperen Sengun. Alors, c'est le meilleur scoreur pour moi. Oui, 21-19 points, bon. Il n'y a pas un énorme écart. On sait qu'Alperen Sengun décante aussi beaucoup d'autres choses par son placement, par sa qualité de passe, par son QI, sa vision de basket. Honnêtement, c'est un baby Jokic et la comparaison, elle n'est pas galvaudée. Mais je trouve que les deux arrivent finalement, ne se marchent plus dessus, arrivent à être bons en même temps et même arrivent à déployer un léger two-man game. Ouais, bien sûr. C'est le step d'après, mais en tout cas, c'est ça la vraie info, c'est que tu as deux meilleurs joueurs finalement, tu peux les mettre ensemble sur le terrain et les deux sont bons en même temps. Absolument. Ça change tout quand même. Hein. Alors, on va continuer à dire de bonnes choses sur nos amis des Houston Rockets, mais avant ça, je voulais te montrer une cote, Erwan, c'est leur chance d'aller en finale. Alors évidemment, c'est très très tôt, mais ça nous permettra ensuite, regarde, de voir à quelle position se situent donc les Houston Rockets dans la conférence Ouest, dans l'esprit des bookmakers, et ce sera intéressant pour les juger par rapport aux autres. Oklahoma largement favori, le deuxième c'est les Lakers, Nuggets troisième maintenant, Warriors, ensuite il y a un vrai écart puisque les Grizzlies sont cotés à 20 comme les Wolves, les Clippers sont à 30 et donc les Houston Rockets sont à 50, ils sont très très loin des premiers. Bon, avant de continuer le débat et de répondre à vos appels surtout, comme toujours, si vous voulez nous rejoindre sur Winamax, ça se passe comme ça. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Alors tu vois, quand tu vois l'écart, Erwan, entre OKC qui est très loin et donc Houston qui est coté à 50, en fait, je voulais absolument qu'on mette ça en avant parce que c'est ce que j'ai en tête. On peut dire tout ce qu'on veut sur Houston et on va continuer à dire de très bonnes choses, mais dans l'esprit de tout le monde, ils sont très très loin des vrais favoris de la conférence Ouest. Saint-Thomas, c'est encore une équipe qui se construit, on a envie de voir. Ce groupe-là a pour vécu de play-off 0 match. Niet. Depuis que James Harden n'est pas... Depuis que Harden n'est pas là, de toute façon... voilà. Alors, donc... Même pas de play-in, hein. Il n'empêche que c'est...
la lecture collective, elle est différente parce que Fred VanVleet est champion NBA avec un run de playoff incroyable. Dylan Brooks a connu des grandes batailles de playoff. Steven Adams a connu une finale NBA et une finale, voire deux de conférence. Steven Adams, il n'était pas là en 2012. Hein. Il n'a pas connu, non. Je vérifie, mais... Il a connu en tout cas des finales de conf. Finale de conf. Finale de conf. Draft en 2013, ouais. Finale de conf. C'était les Perkins. Autant pour moi. Finale de conf. Steven Adams. Donc, il y a quand même des mecs qui ont du vécu dans cette équipe-là. Tu peux penser aussi à Jeff Green. T'as parlé de Jeff Green, bien sûr, qui sont importants. Champion NBA. Donc, autour de ça, où t'as des Alperen Sengun et des Jalen Green, entre autres, et des Jabari Smith, qui eux, pour le coup, sont vierges de matchs de playoff. Mais tu vois, du coup, ça fait une espèce de mix où tu te dis, ok, c'est pas les petits jeunes puceaux qui vont arriver en play-off. Il y a quand même des oncles, un peu, tu vois, les Lopez qui sont derrière, un peu les oncles Lopez, là, qui sont un peu, nous, on a du vécu, on est là pour aussi, on n'est pas une équipe toute jeune. Donc, je suis très curieux de découvrir cette équipe-là en play-off, de voir comment les jeunes vont réagir et comment les anciens avec un vécu qu'ils ont connu hors Rockets, comment tout ça va se mélanger. Et on peut rajouter évidemment dans le vécu Emi Udoka qui a quand même connu quand même une finale NBA. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même beaucoup de gens sur le terrain et juste à côté qui ont quand même un vécu et pas qu'un peu, tu vois. Qui doivent apporter en fait dès le mois d'avril là, ils doivent faire un écart. Exactement. Et qui doivent te faire gagner du temps dans la construction aussi. Absolument. On va continuer à dire des bonnes choses sur eux. Bon, déjà, tu as parlé de la défense. Ils sont aujourd'hui 3e défense de toute la NBA au rating. Ils encaissent 110 points par match sur 100 possessions. C'est une équipe qui connaît son style quelque part, tu vois. 19e équipe au pace. 19e équipe au pace. Pourtant, il y a des albatros, hein. De Amen Thompson à Cam Whitmore, bon, qui joue un petit peu moins, mais voilà. C'est des Formule 1. Alors, c'est pas des Ferrari, mais c'est des Formule 1. Tout à fait. Ouais, mais ça reste au sol. Albatros, à un moment donné, ça... Terry Eason, bien sûr, t'en as parlé tout à l'heure. C'est une équipe, lorsqu'on en avait discuté il y a 3 mois, moi j'avais dit qu'est-ce qu'il y a. Je rigole, c'est tout, je suis heureux, qu'est-ce que je te dise? Ah, non, mais très bien. Moi j'aime bien les gens qui rigolent pour rien, mais j'aime bien savoir quand ils rigolent aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je repense à un truc, vas-y. Non. J'ai envie de savoir, j'ai envie de rigoler. Je te dirai après. Mais après quand? On a 3 heures d'émission là. Mais vas-y, putain. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Il y a 3 mois, quand on discutait de cette équipe des Houston Rockets, je t'avais dit que moi, dans la progression que j'imaginais, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit peu plus de lieux en attaque, que ça se passe mieux à la balle, que ce soit une équipe qui soit plus aboutie en attaque. Bien sûr, je ne demandais pas cette saison, même si j'aime bien quand il y a une progression en cours de saison, c'était pour les années futures. Alors, ce qui est marrant, quand même, c'est qu'ils sont aujourd'hui donc 15e attaque au rating, et qu'ils ont cette stat qui est complètement folle. À la passe à la production de passes par match, c'est la dernière équipe de toute la NBA. Donc c'est une équipe, donc globalement, qui marque ses paniers par du 1 contre 1, après dribble, ce genre de choses. C'est quand même peu banal. Et t'as quand même pour une aussi bonne équipe. Et alors, ils sont derniers de la ligue, donc ça ne change pas grand-chose. Mais t'as quand même un joueur qui a Alperen Sengun qui génère énormément de passes décisives. Il en fait 5 par match. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les autres à côté, on est quand même sur des mangeurs de cuir. Bah, c'est pas encore Jokic, on aime bien le comparer à Baby Jokic. Baby Jokic et tout, mais. On va pas tout lui mettre dessus non bien plus. Sûr. Ça m'amène à un point important. Et c'est dur, hein, et certains. Et d'ailleurs, franchement, si vous avez un avis contraire, appelez-nous parce que ça peut être intéressant. Ça m'amène à un point. La future progression de cette équipe-là, elle doit passer par un poste. C'est le poste de meneur de jeu. Aujourd'hui, Fred VanVleet, il a mis de l'ordre dans la boutique. Depuis l'année dernière, très bien cette année. C'est dur de lui reprocher des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'il y a autour, ce qu'Emi Udoka a amené en termes de discipline, de stratégie, je vois les joueurs qui sont en train de se développer. Je suis très curieux de découvrir le plafond de Jalen Green. Pour moi, Alperen Sengun va devenir un très, très, très bon joueur de NBA qu'on découvrira dans des grands matchs de playoff aussi. Il leur faut un meneur de jeu. Là, si on a regardé les codes tout à l'heure, on prend toutes les équipes devant Houston. Tous les meneurs de ces équipes-là, elles ont un meilleur meneur que Fred VanVleet. Ok. Après, j'entends ce que tu dis, mais à côté de ça, est-ce que la force principale de Houston aujourd'hui, c'est Fred VanVleet? Alors que quand il est arrivé, tout de suite, il était meilleur joueur de l'équipe. 2 ans plus tard, c'est moins le cas. Ce que je veux te dire, c'est que si tu acceptes d'avoir un meneur moins fort, et c'est normal quand t'as des forces... Non, mais moins fort que la confiance. C'est pas Corey Joseph, mais tu prends tous les meneurs. Tu prends tous les meneurs. Oui, d'accord, pour des raisons qu'on connaît. Tu prends tous les meneurs. Ah oui, mais c'est un constat. Tu prends tous les meneurs titulaires de la conférence Ouest, avec laquelle ils sont à la lutte sur le top 8. Tous les meneurs sont meilleurs que Fred VanVleet. Je te trouve dur parce que. Je comprends ce que tu veux dire. Et surtout, je vais sur la stat que
c'est la dernière équipe à la passe décisive. C'est pas neutre, Thomas, ça. Ouais, mais je crois pas que ce soit à cause du meneur de jeu, moi, ça. Hein. En fait, quand t'es dernier à la passe D, c'est pas du fait d'un mec ou d'un deuxième. Tu vois, tu parlais de tout à l'heure de... C'est pas une histoire de profil aussi, peut-être? Ah non, je pense que c'est une histoire de style de jeu. Non, certes. Ah, c'est Attends. clairement un truc de style de jeu. Si tu mets Jokic dans le truc, évidemment, c'est un système à lui D'accord, tout si tu seul. mets Chris Paul, Prime, aux Rockets, ils vont se faire un peu plus de passes, il me semble aussi. Bah lui, il fera peut-être plus de passes. Mais est-ce que l'équipe fera plus de passes? Moi, je crois que c'est une équipe qui joue beaucoup de 1 contre 1, qui a besoin de beaucoup de Certes, dribbles, c'est un etc., style etc. Donc moi, je pense que... Ils sont derniers, Thomas. Mais ils sont derniers, et c'est la progression, c'est évident. Ils doivent se faire un petit peu plus de place. Moi, je crois surtout que ça vient du coach, ça. Hein. À un moment donné, quand il y a aussi peu de mouvements en attaque, c'est qu'on leur demande peut-être d'avoir des trucs très figés. Donc quand c'est à toi qui joue du pick and roll, on va la jouer comme ça. Il y aura sûrement une coupe de fond parce qu'on voit Amen Thompson, on voit Eason, on voit les mecs être capables quand même de finir très haut, etc. On va pas tout enlever à cette équipe. Mais sauf que d'un point de vue de structure d'équipe, de construction d'équipe, ils vivent par le 1 contre 1. Même Şengün qui fait pas mal de passes D, il dribble beaucoup. Même quand il fait des 1 contre 1, ce genre de choses, c'est pas les petites finitions de curse spot, tu vois. Bon, évidemment, il y a quelques jours, il a mis un énorme dunk, c'était contre les Pelicans. Bon, c'était il y a 10 jours maintenant, il remet un face à l'ancienne après une belle passe à terre, mais c'est pas des actions qui vont se répéter énormément. Ils rajoutent des dribbles, ils rajoutent... Ouais, bah écoute, tout simplement, je crois qu'ils sont tellement confiants en eux-mêmes sur du 1 contre 1, sur le duel gagné, qu'ils ont, en tout cas pour l'instant, dans cette série-là, pas besoin de se faire plus de passes que ça. Mais tu vois, passe D, hein, passe D. Je me regarde les matchs des Rockets ces derniers temps. Effectivement, c'est un basket assez simpliste, un basket avec du talent, parce qu'ils en ont beaucoup. Oui, tout à fait. Mais en fait, je me projette. En fait, j'ai même pas envie de tomber sur la saison de Van Vliet aujourd'hui. Je me dis juste que je me projette en disant, OK, ça va être quoi le next step de cette équipe-là? Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel, on sait que pendant les playoffs, tout va se relever. On va voir qui est qui. Il y aura certainement des mecs, on va se dire, ah, on l'aime bien en saison régulière, mais en fait, en playoff, ah, on voit que ça grince une fois, 2 fois. Et Van Vliet, il a montré en playoff avec les Raptors, mais dans un rôle qui était complètement différent de celui qu'il a aujourd'hui. Kylori prenait pour lui la création. Le leadership, plein de choses. Il est arrivé, c'était un feu follet. Voilà. Ouais. Il était magnifique. Et encore une fois, je trouve ça, même moi, je me trouve sévère avec Van Vliet, mais pour moi, l'évolution, ça va être aussi peut-être justement d'avoir un meneur qui met peut-être un petit peu plus d'huile. Ça existe ça en NBA. En fait, moi, mon problème, c'est que, tu vois, je regarde le match contre Miami il y a 2 jours. Il met 39, il est extraordinaire. Il détruit capable, hein. Miami. Hier... Détruit, comme il s'appelle, Davion Mitchell. David Mitchell, il le détruit. Encore un meneur, Baylor. Encore un meneur de jeu titulaire qui est beaucoup moins fort que... À l'Est. Ça, c'est sûr qu'en Pro B, tu peux le dire. No offense à la Pro B, bien sûr. En revanche, je le vois donc être très bon face à Miami et passer à côté le match d'après. Donc, on peut peut-être remettre en cause peut-être sa régularité, etc. Sauf que c'est un gars qui nous a prouvé en playoff, c'est le genre de mec qui se bat comme un chiffonnier, qui malgré sa taille va défendre. J'ai pas l'impression que ça va se jouer sur qui est le meneur de jeu, parce que pas sûr qu'il puisse avoir meilleur meneur de jeu. Sachant, ça c'est notre question. Sachant que, je rajoute encore un dernier truc, toi tu voudrais un meneur de jeu qui fasse plus de passes, qui mette plus de... Mais c'est qui ce mec? Toi Oui, bah, non, mais c'est qui ce mec de haut niveau? Est-ce qu'il existe en NBA? Il y a plus de meneurs comme ça. C'est Evan qui le disait il y a quelques années, mais là, qui deviendrait? Dites-nous, nous dans le chat, là, on est en direct, je vous rappelle, hein. Dites-nous dans le chat, est-ce qu'il y a un meneur qui mettrait plus d'huile réellement dans une équipe comme les Rockets aujourd'hui? Mais en fait, quand t'as Jalen Green, quand t'as Alperen Şengün, quand t'as Dillon Brooks, qui est quand même, qui même si c'est un défenseur élite de NBA, ne l'oublions pas, est un bon glouton d'attaque aussi. Fred VanVleet, tu l'as dit, capable de monter certains soirs à des 35, 40, quand même un mec qui mange un peu des ballons. Je me dis que sans faire une comparaison de talent à talent, trouver peut-être un joueur un petit peu plus altruiste que VanVleet. Et encore une fois, moi, quand je sais que tu pourras pas trouver plus fort, je pense, en talent, t'as raison. Mais donc du coup, si tu peux pas matcher au talent, parce qu'en fait, tous les autres talents, ben, ils sont dans les autres équipes et ils sont installés, à moins que dans le chat, on nous propose autre chose et qui m'a échappé. Mais donc, en tout cas, c'est sur ce poste-là, je me dis, en play-off, on sait, si tout le monde veut marquer, à un moment donné, chacun son tour, c'est là que ça va être compliqué. Après, il a un vécu, peut-être que sur ces play-offs-là, il va me faire mentir et il va tenir la baraque. Et ça serait pas surprenant non plus, parce qu'il a, encore une fois, c'est un joueur référencé. Mais je me dis que l'évolution de cette équipe-là, pour moi, elle passerait peut-être par là. Alors, je vais te donner une petite stat, pendant que plein de noms viennent de défiler dans le chat, on va vous les prendre, et que des stars que vous citez. Il y a quand même un truc qui est étonnant, c'est que autant c'est une équipe qui produit pas beaucoup de passes décisives, mais en revanche, c'est une équipe qui a énormément d'armes, de talent, et ça se retranscrit dans les stats. Jalen Green, 21 points. Alperen Şengün, 19, on l'a dit. VanVleet, 3e marqueur, 14,5. Dillon Brooks, 14. Terry Eason,
12. Jabari Smith Jr., 12. J'ai qui encore? Bon, lui, il a joué qu'un match. Cam Whitmore, 9. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas Amen Thompson. Je l'ai dit. Non, Amen Thompson, j'ai dit 14 aussi. T'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets Cam Whitmore en plus. 8 mecs qui sont à 9 points ou plus. C'est quand même incroyable. Normalement, ça vient d'un collectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est fou. C'est un basket très direct qui, en plus, est amené après des défenses où ils abîment un peu les mecs. Mais je pense que tout le monde ne pourra pas participer à l'aventure Rockets à terme. Oui, mais pour l'instant, en tout cas. Oui, mais c'est pour ça que moi, je pense que les playoffs vont être très intéressants de voir comment Ime Udoka va adapter aussi. On sait qu'il va encore plus resserrer tactiquement les choses. Je veux voir comment certains vont digérer ce premier run de playoffs parce qu'ils vont avoir l'avantage du terrain, ils vont avoir la pression. Parce que mine de rien, quand tu finis deuxième, et je les vois finir à minima dans le top 3, ils auront l'avantage du terrain, ils seront attendus. Donc si tu perds, ça sera une contre-performance. Je suis très curieux de voir cette équipe-là. Mais en tout cas, cette construction d'équipe-là depuis 2 ans me plaît beaucoup. Et donc, je vais peut-être un peu trop loin dans des ajustements qu'il faudra faire peut-être cet été ou dans un an. Déjà, comme toujours, tu te souviens, il y avait des rumeurs avec Kevin Durant, il y avait des rumeurs ici ou là. Jimmy Butler aussi, absolument. Et on a quand même senti une volonté du front office de dire... Mais même nous, on a toujours dit, ça sert à rien de faire tout péter. Mais oui, aller au bout déjà de cette année, et puis on verra dans un deuxième temps. Après, on sait qu'ils ont du matos. Cam Whitmore, honnêtement, c'est un super joueur qui joue jamais. Ah oui. Reed Shepard, il est blessé ça, mais bon, on a compris que c'est un super joueur. Il n'y a pas de place pour lui dans cette équipe-là, dès qu'il a été drafté. Et lui, pour le coup, de jouer sans meneur de jeu, un peu passeur, ça lui fait pas de bien. Il a fait un match dans la saison, c'est le seul où il était titulaire. Je sais plus, il avait mis 30 points. Donc, ils ont peut-être du matos aussi pour essayer de tester le marché sans aller forcément chercher une superstar. Bon, je vous poserai la question KD à la fin. Mais pour Van Vliet, il y a un dernier truc que je voulais dire quand même avant d'accueillir notre premier auditeur ce soir, c'est que Fred Van Vliet, il a 42 millions cette saison, ce qui est évidemment de loin le joueur le mieux payé de tout l'effectif. L'année prochaine, il a 44 millions, c'est une team option. Alors, je sais pas s'il faut changer de meneur de jeu, moi je crois qu'il est encore là, il a 31 ans, tu peux lui donner encore 2-3 ans. En revanche, ce contrat-là, tu dois clairement renégocier 3 et lui ans donner, à 30 000. qui prennent 60 millions, 60 millions sur les 3 prochaines années en lui vendant le projet. On se souvient qu'il avait pris 90 sur 3 ans, il avait surpayé et il était très content. Non, c'était même beaucoup plus, c'était 120 millions avec 3 ans garantis et la dernière en team option. Finalement, on peut se poser la question aussi peut-être d'étaler parce que trouver des meneurs de jeu fiables, mine de rien en NBA, certes il y en a, mais c'est pas simple. Il fait le taf. Pas qu'un peu. Absolument. Je te propose qu'on accueille notre premier auditeur de la soirée. Notre premier auditeur de la soirée s'appelle Evan. Evan nous appelle pour Houston, donc, et apparemment, il a une take intéressante. Donc, je suis très curieux d'entendre sa take. Salut Evan, est-ce que tu m'entends? Salut Evan, tu nous entends? Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Oui, ça va et vous? Tranquille, ça va? Tranquille. Bon alors? Oui, parfait. Bonne soirée. Toujours, tout va bien. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as entendu parler des Rockets? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ça. Alors moi, je suis aussi assez surpris de leurs résultats. Franchement, deuxième de l'Ouest, j'aurais pas parié là-dessus, perso. Après moi, cependant, j'ai quelques doutes. En fait, j'ai l'impression que l'effectif, il est assez complet. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, il y a des vétérans, il y a une bonne défense. Ça, c'est plutôt positif pour les playoffs. En fait, j'ai l'impression qu'il manque peut-être d'un joueur qui soit vraiment une première option. J'ai plus l'impression que l'équipe, elle est bourrée de deuxième et de troisième options. Et du coup, ça me rend plutôt sceptique vis-à-vis des playoffs. Et j'ai un peu peur que ça parte sur un cercle vicieux, comme quoi chaque saison, ça se passe plutôt bien en saison régulière, mais qu'au final, en play-off, ça pêche un peu toujours et que du coup, au fil des saisons, il y a eu des trades un peu à droite, à gauche et qu'on perd le noyau central de l'équipe. Intéressant. Bon. Tu penses que Jalen Green n'a pas ça en lui? On rappelle qu'il est encore très très jeune, hein, Jalen Green. Il a 23 ans, l'année prochaine, il rentre Jalen dans son contrat max. Jalen Green, en tout cas, moi, j'aime bien le joueur, mais si je dois faire un peu une espèce de mini comparaison, j'ai l'impression que ça serait un peu un Anthony Edwards, mais quand même un peu moins talentueux et peut-être un peu moins leader. Et c'est pour ça que j'ai un peu des doutes, parce que surtout, faut pas oublier que la conférence Ouest, il y a une super adversité, il y a beaucoup de joueurs talentueux à droite à gauche et il faut souvent Jalen Green, il fait peut-être partie du 1% des meilleurs joueurs de basket au monde, mais en fait, le plus dur, c'est de se rapprocher de ce 0,1% que quasi personne n'a, en fait. Et c'est là où on voit que c'est encore souvent des joueurs qui sont plutôt âgés, qui continuent de dominer la ligue, au niveau des titres, en tout cas. Alors, c'est toujours pareil, hein, le titre, il y a des mecs qui font des carrières exceptionnelles de Hall of Famer qui sont jamais champions.
Moi, j'ai envie de croire en Jalen Green. Je le vois faire des choses, je le vois faire des flashs depuis 2 saisons. Je le vois enchaîner une 2e saison à bon niveau. Je le vois gagner des matchs. Je vois que ça lui plaît. Je le vois gérer des money time de manière plutôt juste. Je le vois associé à un pivot avec qui finalement il arrive à bien s'entendre, même si les deux en direct n'ont pas encore développé vraiment un vrai two-man game. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un collectif qui est en train de se créer autour de lui. Il a trouvé un coach. Oui, tu compares Anthony Edwards, c'est ce qui se fait de mieux en jeune. Mais moi, je pense que Jalen Green peut devenir ce mec-là. Je l'ai vu faire des choses, je l'ai vu faire gagner des matchs en étant inarrêtable et en prenant des responsabilités. Il a que 23 ans, il a eu un début de carrière où il a été à l'abandon complet, on s'en souvient Thomas, on en parlait souvent, pas de coach, une équipe minable. Je trouve que la progression de ce mec-là en 2 ans, moi, me dit plus, ok, il peut y arriver, j'ai envie de lui donner une chance, plutôt que de dire non, il n'y arrivera pas, il ne fera pas partie de ce Gotha-là. Tu dis quoi, Evan? Il a disparu. Evan, il s'est barré. Tu dis quoi, toi, Thomas? Il a disparu. Bah, écoute, c'est intéressant, mais sa tech de départ, moi, il a trouvé un écho en moi. Ah, il est revenu. Oh, incroyable. Attends, je réponds. Je sais pas si tu m'entends, Evan. Sa première tech, et je la trouve très pertinente, c'est est-ce que dans cet effectif-là, il n'y aurait pas que des secondes options? Je trouve ça très intéressant parce que c'est encore tôt pour le dire. Mais est-ce que Sengun, Jalen Green, Jabari Smith, je prends tous les meilleurs potentiels de l'équipe, Amen Thompson, Richie est parti, je vais très très loin. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il n'y a aucun de ces mecs-là qui a l'âme d'un numéro 1 pour une équipe qui gagne? Alors, pas un titre, en tout cas, qui gagne. Là, tu viens de citer. Je les ai tous mis dedans. Tu les as tous mis dedans. Bon, il n'y a pas besoin de mettre les tous dedans. En fait, la vraie question, elle est autour de Jalen Green et de Sengun. C'est tout. Bah, à l'heure actuelle, pourquoi? Parce que pour moi, Amen Thompson sera une option numéro 2, 3, mais ultra important défensivement. On les connaît, ces mecs-là. Comme Jrue Holiday peut être une option très importante chez les Celtics qui ont été champions et chez les Bucks qui ont été champions. Je peux même aller jusqu'à un Jaylen Brown qui était option numéro 2 avant qu'il devienne MVP des finales. Mais Enfin, s'il a un peu de Jaylen Brown en lui, parce que Jaylen Brown, c'est une option 1 pour moi. Je te parle plus de l'importance plutôt que du profil. D'accord, mais moi je te parle de leur profil. Je te parle de ce qu'ils ont en eux. Ce que tu vois en eux plutôt. Pour moi, les 2 mecs sur qui il faut se poser la question, et c'est une bonne question, mais c'est encore trop tôt pour y répondre, pour savoir s'ils peuvent être un numéro 1 qui t'amène une finale de conf ou une finale NBA, ou voire plus à un titre, c'est Jalen Green ou le parrain. Alors, je vous pose la question et répondez, c'est intéressant. Pour vous, les plus gros potentiels, ceux qui ont le plafond le plus haut dans l'effectif, c'est forcément Sengun et Jalen Green. Je pense. Après, je vois que tu veux me parler d'Amen Thompson. Jabari Smith, on adore. Non, mais Jabari Smith, il est pas prêt, mais moi, il fait partie de ces mecs-là dans la NBA. Environnement, déclic, il sera All-Star un jour, l'NBA et tout. Il a absolument tout en magasin. Après, c'est encore tôt pour le dire. Et évidemment, je m'avance énormément parce qu'il a jamais démontré les qualités pour un jour le faire dans cet environnement-là. Mais on les a vus, ces mecs-là. On les a vus, ces gars-là qui montent des choses, mais qui sont quand même barrés parce qu'ils n'ont pas forcément les munitions. Alors, le meilleur exemple, même si on avait quand même la sensation de ce qu'il allait devenir, c'est James Harden. La différence de la version entre ce qui était à OKC avec tous les mecs qui avaient à servir autour, et puis quand il part à Houston, la différence, il prend, je sais pas, il part, je reste dans les trucs à 2 balles, mais il prend une fusée et il devient All-Star directement. Ça devient une star l'année d'après. En NBA, il y en a plein des mecs comme ça qui attendent leur tour. C'est pour ça que quand je te pose la question, oui, c'est évident. Moi, Amen Thompson, je le vois faire des trucs en tant que sophomore, dans un effectif qui joue pas ultra bien au basket. Gros, j'ai des flashs. Je peux me poser la question à un moment donné est-ce qu'un jour, c'est pas lui? Et quand je dis un jour, c'est dans 10 ans. Est-ce qu'un jour, à la fin de leur carrière, on dira pas, mais en fait, Amen Thompson, il a une meilleure carrière, il est allé plus haut qu'un joueur comme Jalen Green. C'est pour ça que je trouve que sa tech de base est très intéressante. En tout cas, là où je peux te rejoindre sur Thompson, c'est qu'il fait des choses de leader déjà, défensivement, il remplit beaucoup plus de cases, mais aujourd'hui, pour moi, le leader de cette équipe-là, c'est Jalen Green. Le talent, pour moi, supérieur d'attaque, c'est Jalen Green. Donc, moi, je les vois cohabiter bien ensemble, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de croire à cette équipe-là dans 2-3 ans en disant attention, même s'il y a quand même des mecs, les Jeff Green, les Steven Adams, ils vont pas faire long feu non plus, donc il faudra à un moment donné les remplacer parce que dans les résultats de cette saison, je les trouve très importants.
Oui, Amen Thompson, t'as raison d'amener le sujet sur lui parce qu'aujourd'hui, on est tellement bluffé par sa saison sophomore et ses progrès offensifs, même si c'est toujours le meilleur attaquant des deux jumeaux, hein, mais on le voit quand même faire des trucs, tenir tête à tête à des mecs qui sont déjà All-Star dans cette ligue-là que, allez, si tu veux, dans cette salle à deux, on peut y rajouter Amen Thompson, t'as raison. Là, je vois des commentaires et c'est intéressant. Il y a Suleiman qui nous dit « N'oubliez pas que Jalen Brunson est un exemple dans ce type de choses-là. » Il y a un autre nom que j'ai cru voir passer, Kawhi Leonard. Il y a, en fait, la NBA, prenons Paul George qu'on adore. Paul George, regarde ses 2 premières années, surtout sa première année. C'était difficile d'imaginer qu'ils sont un jour podium de MVP. La NBA record sur tellement de talent. Je pourrais prendre T-Mac de Toronto. Ça arrive à de tellement de nombreuses fois que ces gars-là, à un moment donné, dans un autre environnement, deviennent des stars, que je trouve que sa question, vraiment, je répète, aujourd'hui, oui, Sengun, d'après moi, est le meilleur joueur, le plus accompli. Jalen Green est le gars qui, dans ce qu'on imagine du basket, donc vitesse, dribble, adresse, pénétration, regroupe toutes les qualités du scoreur habituel. Van Vliet est irrégulier, mais c'est un gars quand même qui nous a prouvé ici ou là que c'était un joueur fiable. Mais on est qu'en 2025. Et quand je me projette sur les playoffs, je crois que ça en dira aussi sur qui va prendre le leadership dans les moments importants. Mais... La saison régulière veut dire quelque chose, bien sûr. T'es deuxième, c'est incroyable. Mais les playoffs, quand ça va être plus difficile, quand tout va se resserrer, on va voir qui est qui. Hein, parce qu'il y a des joueurs, il y a moyen qui souffrent. Hein. Il y a moyen qui souffrent terrible. Mais c'est et Jalen Green en premier. Hein. Mais c'est ça le next step de cette équipe-là. Là, ils viennent l'année dernière, ok, tu meurs au pied du play-in. C'est la première saison des Udoka. Van Vliet vient d'arriver, on a mis des choses en place. Très bien. Là, cette année, ils vont directement aller en playoff. Ils vont avoir l'avantage du terrain. Ben voilà, ça sera un next step pour dire, bon, ok, lui, on peut voyager avec lui, mais en fait, lui, il fait pas la maille. Lui, c'est pas ce qu'il nous faut. On l'a vu aussi à OKC avec Josh Giddey, qui finalement a eu un peu le lead. Bob Shai est arrivé. Finalement, c'est les deux, on se rend compte que bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas ce qu'il nous faut. Il va à Chicago et là, il a mis un peu de temps à s'adapter. Puis là, on voit qu'il fait des dingueries, que l'équipe, il est en train de se la prendre sous le bras. Donc, après, c'est pas qu'une histoire de bon ou mauvais joueur, c'est une histoire de contexte. Est-ce que ça fit avec ce qu'on veut faire? Mais pour ça, il faudra peut-être aussi définir une hiérarchie beaucoup plus claire que ce qu'elle est aujourd'hui pour savoir qui est qui. Est-ce qu'il est revenu, notre ami Evan? Oui, je suis là, désolé. Allez, dis-nous tout. Il y a de l'orage. Alors, il y a eu de l'orage, t'as dit? Oui, il y a de l'orage. Mais t'es où? J'habite en Suisse, à Lausanne. Vive la Suisse, la famille, que l'on verra peut-être bientôt. On aura peut-être une annonce à vous faire. Vous venir à la Coupe du Monde. Le spoil, pardon le chat. Écoute, on bosse là-dessus. On annoncera des trucs, c'est encore dans 3 mois. Bon alors, tu nous as écouté, ça va un peu dans ton sens, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de qui va devenir numéro 1, et si, dans l'effectif, il y a un gars qui peut devenir numéro 1. Ouais, mais à part ça, ça a coupé où? J'en étais où dans mon discours? Aucune idée. Wow, frère. On t'a pas entendu, tu peux tout recommencer, hein. Ah, y a rien. Non, si. Ton premier passage, tout ton premier passage, on l'a entendu, mais on l'a pas entendu. Après, tu parlais plus après. Donc tu peux répondre à ma question si tu veux. Ouais, mais parce que j'avais muté le live comme j'étais en attente. Ah ouais, donc d'accord. Réponds à ma question alors. Et si tu devais choisir un élément de cet effectif pour dire qu'il a le plus gros potentiel, ce serait qui? Ça se joue forcément, je pense, entre les trois, entre Amen Thompson, Jalen Green et Sengun. À l'heure actuelle, je pencherais sûrement sur Jalen Green, mais moi j'aime beaucoup Amen Thompson. Mais je pense quand même que Jalen Green est la meilleure option pour ce choix-là. Après, on a vu que sur des matchs, on avait fait une palette d'ailleurs à Miami, où on a vu que Amen Thompson, c'était à Boston, on lui donnait les ballons. Ah oui, de fin. Son bête de match. On lui donnait. Parce qu'il y avait des il y avait des blessés et tout, mais on a vu que il avait répondu présent sur ce match-là. Ils vont gagner à Boston. Il fait un énorme match défensif, il fait un énorme match offensif, et on lui donne les derniers ballons de la gagne, et il en fait plutôt bon usage. Donc, c'est vrai que dans l'évolution d'Amen Thompson, Thomas, t'as archi raison de le souligner, tu le fais tout le temps sur Amen Thompson. Mais pour moi, ce trio-là, après, il faudra définir un 1-2-3, même si... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, je vois 3 profils très différents qui peuvent... Créer un collectif plutôt que trouver une hiérarchie. Voilà. Hein. C'est aussi ça, la NBA actuelle. Bien sûr, il y a toujours un mec qui est au-dessus, mais tu peux gagner, tu peux être une très très forte équipe en ayant une espèce un équilibre total. Un équilibre total. Mais c'est sûr qu'ils vont devoir faire des choix ici ou là. J'ai vu un très bon commentaire que je vais essayer de retrouver sur Fred Van Vliet pour revenir sur lui, parce que ça va c'est Kobe Bryant 21, RIP frérot. Oui, mais si tu enlèves Fred Van Vliet pour ajouter une star,
Ça va un peu dans Je l'idée. parle pas de star. Hein. Cette star va avoir le ballon et du coup, Sengun, Brooks, Smith Jr. et Green auront moins le ballon. Je comprends pas l'idée. Pour moi, oui, aujourd'hui- évidemment, non, si mais tu peux je- avoir Josh Giddey, ça serait bien, mais le profil organisateur pour les autres, il y est déjà, il s'appelle Sengun. Est-ce que tu devrais pas encore plus jouer sur Sengun à la Jokic, en tout cas pour créer pour les autres? Ça peut être aussi une solution. Hein. J'entends, mais Jokic, n'oublions pas quand même que sa deuxième arme, c'est Jamal Murray qui est meneur de jeu. Et qui est quand même un mec qui est plus fort que Fred VanVleet. Alors, c'est un meneur-scoreur, ce que vous voulez, mais Jokic, certes, tout passe par lui, c'est un système sur lequel potentiellement pourrait s'inspirer Udoka, même si on sait qu'il a quand même ses idées de jeu. Mais le meneur des Nuggets, c'est Jamal Murray, qui est quand même un meneur de jeu supérieur à Fred VanVleet. Et encore une fois, pour répondre à Kobe 21, là, je veux pas une superstar sur le poste de meneur. Ils les ont déjà pour moi. On vient de le dire, le trio, le futur trio de superstars qui, lors d'une grande saison, t'envoie les 3 au All-Star Game. Il est là, on vient de le faire, ce triangle. Il faut un mec qui est peut-être quelqu'un qui va amener un peu plus de liant dans des moments compliqués. Dans la série de matchs qu'ils perdent beaucoup de matchs aussi dans les motems sur des mauvaises gestions. Alors, ils font une bonne saison, mais dans les moments de creux, il y a eu des gestions de fin de match qui ont été un petit peu compliquées. Peut-être que là-dessus, avoir un mec moins dans le scoring, moins attiré par le panier et plus par aller chercher le gars qu'il faut, chaud. Fred VanVleet le fait bien, mais est-ce que si tu rajoutes un mec qui le fait mieux, tu progresses pas? C'est ça, elle est là ma réflexion. Alors, je vous mets un sondage, parce que je vois ça vous passionne dans le chat là. Qui a le plus gros potentiel à Houston? Donc je vous mets Sengun, Green, Thompson, Smith, allez, je vais mettre Smith, et je mets autre aussi. Ça c'est pour nos copains là sur Twitch. Je vous mets la même chose sur YouTube parce que je vois que ça passionne. Et puis ensuite, on va se projeter un peu sur la suite parce que cette équipe, moi, me fait un peu penser à une autre équipe ces dernières années. Vous allez comprendre qui, une fois que j'aurai écrit mon sondage. Merci pour l'aide, en tout cas, à cette belle régie qui a décidé de bosser aujourd'hui. Thompson, hop, voilà, c'est bon. On y est. Et tu vois, Josh Giddey, on est tous là à un truc. Il est bon depuis un mois, le mec. Hein. Non, mais ça a toujours été un bon joueur, par contre. C'est pas moi que tu vas dire, j'adore. J'ai pas découvert que Josh Giddey était un bon joueur depuis un mois, frérot. Et donc, forcément, si tu le mets à Houston, l'équipe est meilleure. Non, mais là, on est aussi là pour parler. Des fois, on est un peu dans l'hypothèse, on joue un peu au jeu de l'entraîneur de manière assez facile. Mais tu vois, aujourd'hui, un meneur un peu plus jeune qui peut scorer, mais qui peut surtout être dans la passe, qui peut remplir beaucoup de cases et qui peut jouer autour de beaucoup de gens. Voilà, c'est un profil, en tout cas, je trouve qu'il les ferait progresser. Mais ils en sont peut-être pas encore là, tu vois. Vous en pensez quoi de jouer Holiday sinon? Ouais, mais je relis au moment de sa carrière. Après, dans un projet sur 1, 2, 3 ans max, quoi. Non mais frérot, évidemment qu'aujourd'hui tu prends la 3e option du champion en titre et tu la mets à Houston sur un poste de meneur de jeu. Oui, Jrue Holiday, qui va te dire non? Qui va te dire non? C'est un meilleur joueur que Fred VanVleet. Oui. Voilà, il n'y a pas photo. Donc là, on n'est même plus dans un profil qui peut amener. Là, on est juste, tu prends un joueur, t'en prends un meilleur et tu le remplaces. Donc, tout le monde va te dire oui, Evan. Alors, c'est pas faux dit que ça. Merci, Evan. Erwan, moi, par contre. Pardon. Eh ouais, come on, man. Si même les mecs qui s'appellent Evan se trompent sur Erwan, on s'en sort plus, Kiki. Mais non, c'est une blague. La blague, Erwan, c'est Evan. Ce mec, tout le monde t'appelait. Dans le chat, tout le monde t'appelait Evan. D'accord, ça vous fait rire? Moi, j'ai eu ma mère en pleurs parce qu'on massacre mon prénom. C'est vrai. Non, mais j'étais témoin. Je suis témoin. Ça vous fait rire? Alors, pardon, je m'excuse auprès de la mère d'Erwan, alors. Maman, on t'embrasse tous, Doumestre. Juste la vie est dure à Marseille, alors c'est terrible. Oui, très bien. Terrible. C'est pas vrai, ma mère ne parle pas du tout. Ma mère est ravie. Elle est toute contente, mais appelez-moi Erwan, merde. C'est une bonne vanne. Alors, William, dis-nous tout. Alors, 2 questions pour continuer à répondre au chat. Si vous êtes en replay, n'hésitez surtout pas à répondre à cette question dans les commentaires. On se projette vite fait sur la suite. Vous avez vu la grosse différence sur Winamax. Là, personne ne croit aux chances des Houston Rockets de sortir de l'Ouest. C'est évident. Moi, ils me font penser à Memphis il y a 2 ans. Voilà, je vous dis la vérité. C'est les équipes qui nous surprennent parce qu'elles sont au-dessus de ce qu'elles sont censées produire en début de saison, même s'il y a plus d'expérience, tu l'as dit tout à l'heure, et il y a des line-up, moi, qui m'intéressent. On a très peu parlé là de Sengun et de Steven Adams. C'est quand même des line-up sur des minutes face à des adversaires où tu peux poser des problèmes, ou tu peux matcher à des équipes qui ont envie de jouer de grand. Voilà, intéressant. Mais quand je vois tout ça, elle a le profil de cette équipe pour sortir au premier tour. C'est évident. Cette année? Ah ouais. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, face au 7e, s'ils finissent 2, ou les Warriors, s'ils finissent 3. Quand on parle de masques aussi qui vont tomber, c'est vrai que là, c'est la folie de la conférence Ouest. Tu prends les Lakers, tu prends les Warriors qui sont derrière, même les Clippers. Ouais. Relou.
Ah bah Mais relou, hein. c'est Relou. le jeu de la conférence Ouest. Et quoi qu'il arrive, ils en sortiront grandis parce qu'ils auront vécu un premier tour de playoff, quel que soit le résultat. Évidemment, on leur souhaite de gagner. Mais la grande différence, c'est que Memphis, ils avaient un jeune joueur que peut être Jalen Green, mais qui a été très rapidement considéré comme une superstar. Mais qui était plus fort que Jalen Green. Qui Hein. était plus fort que Jalen Green, déjà, évidemment. quand même. Et tu rajoutes aussi le fait que, mine de rien, ils avaient des vets. Là, il y a Steven Adams, c'est le point commun. Ouais. Mais il y a un peu plus de vets aujourd'hui côté. Et qui ont une plus grosse Houston. importance Voilà. dans la construction de l'équipe. Voilà. Tu vois, ils ont des minutes et on peut compter sur eux. Et surtout, je trouve que cette équipe de Houston, elle est tenue par Ime Udoka. C'est pas une équipe de cassos, c'est pas une équipe qui part dans tous les sens. On rappelle que Memphis, avec Dillon Brooks, entre autres, Ja Morant, ils sont partis complètement en couille dans de l'extra basket. Ils ont pas été tenus, hein, t'as on se raison. souvient que c'est Steven Adams, quand c'est parti en couille, il s'était sorti dans la presse, on avait su qu'il les avait chopés dans un vestiaire un jour en leur disant si vous continuez, ça va mal finir pour tout le monde, vous allez niquer le projet. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs un peu fait. Pour le coup, même si le front office de Grizzlies a réussi quand même à quand même recadrer un peu les choses avec des Desmond Bane, avec des Jaren Jackson Jr. qui sont des gens équipés là-haut. Mais ce projet, il a équipé parce que Dillon Brooks est complètement parti en couille, parce que Ja Morant est complètement parti en couille aussi. Mais Houston, je ne sens pas cette... je les sens thug, je les sens durs, je les sens pas siphonnés comme étaient les Grizzlies. Ok. Dernière question. Et c'est Evan qui va y répondre en premier. Et vous allez pouvoir aussi nous dire dans le chat. Hein, parce que je vous donne quand même les résultats. Hein, sur les deux chats, sur Twitch et sur YouTube, Amen Thompson est assez largement. Ok. Bon. La question est la suivante. Si les Rockets, quels que soient les résultats en playoff, ont l'opportunité cet été de faire Kevin Durant, et donc de bazarder des choix de draft, ils en ont, des jeunes joueurs, ils en ont, quitte à sacrifier certains petits profils au sein de cet effectif. Est-ce qu'ils doivent le faire, Evan? Non, merci. Oh, très bien, pourquoi? Alors pourquoi? Alors oui, KD c'est un alien, il est extraordinaire, mais moi j'en ai un peu marre. En fait, j'ai commencé à suivre le basket encore en 2020, et en fait on me sert les mêmes sauces avec KD depuis 5 ans, et voilà, moi je pense que ça leur fait plus du mal en fait. Le sondage est lancé, vous pouvez répondre tout de suite. Moi, ce discours-là... 2 minutes, vas-y. Ce discours-là, c'est exactement le même que quand KD signe aux Warriors, on dit « Ah ouais, mais non, on n'a pas envie de voir ça. » Et c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement envie de voir ça. Hop, par contre, quand ils gagnent... En 2016, tu parles, hein? Ouais. Ah oui. Par contre, quand les Warriors gagnent avec KD, qui est 2 fois MVP, tout le monde dit « Ok, c'est bravo, t'es champion NBA. » Une fois que t'es champion NBA, plus personne ne peut l'enlever. C'est plus le même KD. Donc, réfléchissons quand même. C'est plus le même KD, certes, mais ça reste un des meilleurs scoreurs de la Il n'a ligue. pas non plus Steph Curry à côté de lui. Merci, j'y arrive, Evan. ouais. Le truc aussi, c'est que KD a gagné dans un contexte ultra sain, avec des leaders qui tenaient le vestiaire et avec un collectif déjà bien établi. Si KD arrive, si KD arrive à Houston, j'imagine qu'ils vont devoir se dépeupler. Qui va être le mec, le Steph Curry, le Draymond Green, voire le Klay Thompson même dans les vestiaires, qui va dire « Hey gros, c'est notre équipe. Sur le terrain, on te laisse de la pasto, mais c'est notre équipe. » Qui va faire ça? Pas assez fort. Et moi j'aurais le Sam, hein, j'ai le même donc, âge en fait, que Jalen Green. Donc ouais, mais ils sont trop jeunes pour ça, pour monter au créneau sur Kevin Durant. Donc, et donc c'est là que je te rejoins, Evan, c'est que si moi Houston fait le coup Kevin Durant, ils auront personne pour le tenir. Et Kevin Durant tout seul ne fait pas gagner. Ça, c'est aujourd'hui une certitude. Alors, il sera pas tout seul, il sera avec des jeunes joueurs. Non, mais tout seul. L'équipe qui a dans le qui lead d'Inde. Ça veut dire que ça va être le plus ancien, il y aura personne qui pourra le matcher en termes d'expérience. Lui dire, hey, gros, ça, clair. comme Draymond Green le faisait, comme Steph Curry, naturellement, par son CV l'a fait. Il y aura personne. Et s'il y a personne pour challenger ou pour calmer Kevin Durant dans certains de ses excès mégalos, ça marchera pas. Donc moi, je suis Houston, je le fais pas. Toi non plus, Evan, Surtout, c'est ça. Ah non, on part pourquoi? Pour 2-3 ans, pour qu'au final ça parte un peu comme Phoenix et qu'on soit là en mode ah, bah, il a tout foutu en l'air, ils ont trade machin chouette pour lui, et puis au final Houston il se retrouve à jouer le bas de la conférence Ouest. Non, pour moi, tout respect à KD, mais cette histoire, moi je la sens pas. KD, c'est 37 ans au mois de septembre, les amis, et sachez que c'est un plébiscite. Non, j'ai pas vu ça depuis le référendum en 2005. Phrase de vieux, mon gars. En 2005, le référendum. Non, donc. Un grand non. Sur Twitch, 79%. Et sur YouTube, 83%. Personne n'a envie de voir ça. Et ben écoutez, on verra si le front office, si, encore une fois, hein, l'opportunité arrive sur la table, va dans votre sens. Merci, Evan. Mais merci à vous. Merci, Evan. Bonne soirée, messieurs. On se voit peut-être à Lausanne, alors. Hein. C'est ça, on prendra une photo.
J'appellerai Erwan cette fois. On va prendre une photo, frérot. Si je viens à Lausanne, j'espère qu'on va faire autre chose que prendre une photo. Hein. C'est-à-dire C'est à qui tu parles ou quoi? T'inquiète, on ira, t'inquiète. Voilà, voilà. Bonne soirée, messieurs. Merci Evan, merci. Evan. Bon, si vous êtes Photo, il a dit, frérot, là, si vous êtes fan des Houston Rockets, vous commentez si vous êtes en replay et puis voilà, c'était passionnant, on a réussi à faire. Là, on vient de faire 45 minutes, mais en même temps, il y avait tellement de trucs à dire. C'est une équipe cool, hein, c'est cool cette équipe. C'est cool. Beau maillot, bonne ville. Le bonne hashtag équipe. là, Hashtag, il régale, hein. Ouais. Mais Régale. je te dis, ça me fait un peu chier, mais je pourrais peut-être en faire une palette. C'est l'association Shengun Adams, c'est très bien. Ouais. Et Adams, il a quand même cette qualité sans ballon, de toujours être disponible. Et quand tu le sers, il met des tomards, il a des bonnes mains. Et j'aime beaucoup parce qu'il jouait peu. Depuis 2025, il a repris beaucoup de minutes, surtout depuis février. Oui, tout à fait. Et, Non, mais c'est vrai, hein. et ça a changé un peu la donne dans la dureté qu'ils ont traversée. Il leur a amené du bon Steven Adams. C'est marrant parce que là, en parlant, il y a quand même un gars chez First Team qui est censé être fan des Rockets. Il en parle jamais, il s'en bat les couilles en fait. Fan des Rockets, par contre, il est pas fan il connaît pas le basket, donc c'est un peu relou. Ah ouais, c'est évidemment Tom Serravino. Il a juste Ah, mais si- en fait, fan des Rockets pour lui, c'est juste avoir un pyjama des Rockets pour se coucher. Et gérer un compte Twitter. quoi. J'irai un compte Twitter. Allez, on se finit là-dessus. C'est pas sur vrai, on les est dur, Rockets. on est très dur avec lui. Mais il en parle très peu, ils sont deuxième. C'est À sa vrai. place, je serai en slip. C'est vrai. Parce que regarde, Polo avec ses Bulls, il souffre. Toi avec tes Knicks, t'en fais pas tu pourrais en faire un peu plus. Parce mais que tu je le vois arriver. Voilà, moi quand il y a eu Lucas qui est arrivé, j'ai quand même reçu un maillot depuis, je suis un peu foufou. Après avec Jérém, vous êtes tous les deux fans des Knicks, voilà, vous pouvez pas non plus... Ayman et Kokessi, il a juste sobre aussi. Parfois il a des petites relances, là, je le vois, tu vois, mais quand même ça reste un stagiaire. Enfin, Oh moi, c'est- non, c'est plus sérieux, il est même diplômé. Félicitations à Ayman, qui est donc le membre de First Team le plus diplômé Et le moins payé. et le moins payé. Ne faites pas d'études, ça ne sert à rien. Il va l'arriver, il va Look l'arriver. at me, bro! Arrêtez en CM1, ça marche! Ça, c'est quand même une stat incroyable. On se l'est dit tout à l'heure, c'est fou. Enfin, un mec qui va au bout de ses études, quoi. Voilà, le plus haut diplômé C'est vrai est tout que- en bas de l'échelle. Polo, il a l'alternance. arrêté. Il arrête. Moi, j'y vais pas. Bon, toi, pareil. Moi, je toi t'en et parle moi, même pas. voilà. Tom Servino, il va Il pas au bout, arrête. il a même pas payé son école. Arrête. Oh, tu balances comme ça. Oh, ça va. Ils écoutent, hein. Jérém pas aller au bout. J'irai pas aller au bout. Mais parce que l'aventure professionnelle First Team a pris le pas. On est quelque part une université, on est une fac. Quand on dira Tom Servino, quelle fac? First Team. Jérémy Rafi Dibarbe, Ouais, mais ce que j'aime pas, First Team. j'aime pas ce que tu dis. Parce que la fac, ça s'arrête. Et qu'ensuite, t'es enchaîné sur quelque chose d'autre. Et ça, j'aime pas. Ah ouais, c'est vrai. Alors Mais que nous, pour moi, il faut pas- on est aussi une fac. c'est Non. ça que je veux dire. On est une espèce On de- peut pas être une franchise et une fac. Pour moi, on est une Ah, mais franchise. ça, on est les deux. Ben non. Mais regarde, nous, on a inventé un duo commentateur. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un consultant. Tu vois, on invente des choses. C'est T'aimes intéressant. Ouais.